Bonjour, je me présente, je m'appelle Gauthier Tabé, je suis formateur premier secours et aujourd'hui je vais vous parler des différents bilans qu'on peut retrouver des fiches d'intervention et leurs constants. Alors je m'excuse d'avance pour cette intonalité de ma voix parce que je suis malade. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, en fait, comment va se décomposer notre vidéo d'aujourd'hui? On va, dans un premier temps, parler des différents bilans qui existent sur une fiche d'intervention. Et puis, dans un second temps, cette fois-ci, là, on va parler des constantes qu'on retrouve au sein de ce bilan. Et on va aller beaucoup plus en détail. On va parler un peu d'anatomie également et de physiologie pour comprendre de quoi on parle. Alors, pour parler de cette fiche bilan, en fait, on fait plusieurs bilans quand on arrive sur une intervention. Le premier, c'est le bilan circonstanciel. Le bilan circonstanciel, c'est la première chose qu'on fait. En fait, c'est quoi? C'est avant même d'aborder une victime, je fais une image en fait, je me représente la situation en face de moi et je me pose certaines questions avant même d'aborder la victime. Déjà, la première chose, c'est est-ce qu'il y a un danger pour moi? Est-ce qu'en fait il y a un risque particulier? Parce que la première chose à faire, c'est de ne pas me mettre en danger. C'est quelque chose de primordial en tant que secouriste. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais déterminer la nature de l'intervention dans laquelle j'interviens et les circonstances de cette intervention-là. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement aiguiller ma prise en charge que je vais effectuer par la suite. Enfin, je détermine le nombre de victimes qui arrive avec la circonstance de l'intervention, tout simplement parce que un accident peut avoir plusieurs victimes impliquées, par exemple. Je corrige et je complémente les informations que j'ai eues de départ. Par exemple, si je suis parti sur un ordre du SAMU du 15, je corrige les informations s'ils sont mauvaises ou je les complémente. Enfin, je demande si besoin des moyens complémentaires. Et en fait, dans votre formation au secourisme, vous savez que certaines circonstances vont faire que je vais déjà par exemple envoyer un moyen médical ou demander un moyen médical d'office, comme la personne éjectée du deux roues, la personne qui est incarcérée, je vais avoir besoin, la section de membre supérieure à la moitié, enfin voilà, etc. etc. On retrouve également les forces de l'ordre dans cette demande de moyens, ou pompiers pour la désincarcération. En fait, tous les moyens que je n'ai pas en tant que secouriste, je les demande d'office en circonstanciel si je sais que je vais avoir, si je vais avoir à faire et avoir besoin de ces moyens complémentaires. Hop, j'enlève mon casque. Donc ça, c'est mon bilan circonstanciel. Et après, j'attaque quoi? J'attaque mon bilan d'urgence vitale. En fait, mon bilan d'urgence vitale, avant même d'essayer de prendre des constantes, de prendre des nombres ou d'observer la victime, avant de faire quoi que ce soit sur les fonctions vitales, il y a trois choses primordiales. C'est qu'en fait, je dois déjà regarder s'il y a une obstruction des voies aériennes, s'il y a une hémorragie du cerveau et s'il y a un arrêt cardiaque, un arrêt cardio-respiratoire. Après, je vais attaquer mes fonctions vitales. Alors ces observations-là, on les fait naturellement, on les fait d'office. Ça rentre dans le circonstanciel également. Mais c'est les choses que je vais regarder. Pour savoir si j'ai une urgence vitale. Après ça, je vais aborder mes trois fonctions vitales avec mes chiffres, mes observations que je vais devoir dérouler. Bon, on va commencer par la fonction respiratoire. La fonction respiratoire qui comprend, on va dire, deux normes qu'on va prendre. La fréquence ventilatoire, ce qui va être le nombre de respirations sur une minute. On appelle ça la FR également. Et on va prendre également ce qu'on appelle la saturation pulsaire en oxygène, c'est-à-dire le taux d'oxygène dans le sang, qu'on en reparlera un peu plus tard, mais qu'on appelle également la SPO2. Enfin, on peut observer des choses visuellement sur la victime. On peut observer tout d'abord ce qu'on appelle les tirages. Les tirages, qu'est-ce que c'est? C'est quand la personne a une difficulté respiratoire tellement élevée qu'elle va tirer, soit chez l'enfant, c'est les ailettes du nez qui vont se replier, soit chez l'adulte, ça va être alors je regarde mon retour caméra, mais ça va être des tirs, en fait, contraction des muscles ici qu'on va voir lors de l'inspiration de la personne qui va respirer.
Donc ça, c'est des tirages. On va observer ce qu'on appelle la cyanose, c'est une couleur bleutée des extrémités des membres, enfin ça arrive tout d'abord sur les extrémités des membres et des muqueuses, comme la photo qu'on voit ici présente, et on observe également ce qu'on appelle des sueurs froides, qui sont bien distinguées des sueurs chaudes, qu'on verra juste après. Donc la fonction respiratoire est faite, j'ai pris mes normes. Je passe à la fonction circulatoire. Alors, fonction circulatoire, qu'est-ce que je peux prendre? Tout d'abord, je peux prendre ce qu'on appelle la fréquence cardiaque, la FC, qui est le nombre de battements sur une minute. Je peux prendre également ce qu'on appelle la tension artérielle. En fait, c'est quoi cette pression artérielle? La tension artérielle, c'est la pression qu'exerce le sang contre les artères. C'est quelque chose qu'on va mesurer et on va avoir deux données différentes, la systole et la diastole. On va en reparler juste après. On peut prendre également ce qu'on appelle la TRC, le temps de reculation cutanée. En fait, c'est la vascularisation des capillaires qu'on vient rechercher. Donc ça, c'est les trois choses qu'on peut prendre, mais on peut également observer. On peut observer quoi? Observer tout d'abord une pâleur suite à une détresse circulatoire. On peut également observer ce qu'on appelle des marbrures. La marbrure, qu'est-ce que c'est? C'est comme du marbre. C'est les vaisseaux, on voit sur la photo ici. Les vaisseaux sanguins, leur sang stagne et du coup on observe cette douleur. Alors en fait ce phénomène c'est quoi? C'est en fait le fait que le corps rentre en mode survie et donc va prioriser le tronc et la tête en circulation sanguine et donc va ne plus vasculariser et ne plus faire circuler le sang dans les membres. Donc c'est quelque chose qu'on observe dans les membres et c'est quelque chose qui est rare, mais quand on observe ça, on sait que c'est dans un cas très grave et que on va devoir très vite intervenir sur la personne. On peut également ce qu'on appelle observer des sueurs chaudes. Donc des sueurs chaudes, tout souvent ces sueurs chaudes, au toucher, je peux mettre ma paume de main contre le fond de la personne et je vais voir en fait que c'est des sueurs chaudes. Ça va être une différence entre les sueurs froides et les sueurs chaudes. Et enfin, on peut observer, ou la victime peut s'exprimer de soif intensif. En fait, pourquoi la personne peut exprimer de soif intensif? Alors c'est quelque chose qui peut vraiment qu'on peut vraiment observer en tant que secouriste. En fait, c'est par exemple lors des hémorragies. Le corps perd un certain volume de sang. Il perd un certain volume et donc qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut avoir un volume comme avant. Qu'est-ce qu'il fait? Mon corps va dire ok, il va m'envoyer l'information, est-ce que tu peux boire, est-ce que tu peux boire, est-ce que tu peux boire? Pourquoi? Parce qu'en fait il veut qu'on boit pour que cette eau passe de la circulation sanguine et compense ce manque de volume que j'ai perdu par exemple dans l'hémorragie. C'est ça la soif intense. Donc c'est quelque chose vraiment caractérisé de la fonction circulatoire et de la détresse circulatoire. Et enfin on va pouvoir aller sur la dernière fonction vitale, la fonction neurologique. Alors, la fonction neurologique, on peut observer plusieurs choses. Alors, la fonction neurologique, c'est de l'observation, mais ça va être surtout en fait un jeu de questions-réponses. Bon, tout d'abord, on va chercher l'état de conscience de la personne. Est-ce qu'elle est consciente? Et si oui, comment? C'est-à-dire, est-ce qu'elle me parle naturellement? Est-ce qu'elle me répond que si je lui parle, que si je lui pose des questions? Est-ce qu'elle me répond parce que je fais mal? Alors comment je provoque la douleur? Chez une personne inconsciente ou consciente dont je cherche, par exemple je presse l'ongle. Je presse l'ongle du doigt parce que c'est quelque chose qui n'est pas invasif, qui ne va pas créer de plaie et ça va créer une certaine douleur qui va stimuler la personne. Et enfin, elle ne répond pas, c'est la dernière chose, et là elle tombe dans l'inconscience pure et dure. Après, on va faire également ce qu'on appelle un FAST. Alors, le FAST, en fait, c'est l'échelle FAST, c'est pour Face, Arm, Speech, Time. En fait, c'est quoi? C'est un test qui va nous servir à détecter les AVC et solutions d'AVC et AIT. AVC pour accident vasculaire cérébral et AIT pour un accident ischémique transitoire. Alors, l'échelle FAST, je l'effectue quand? Je peux l'effectuer presque pour chaque malaise que je veux observer. Parce qu'on va avoir en fait, entre guillemets, deux catégories de prise en charge. Il y a la prise en charge traumatique et la prise en charge de malaise. Et donc, à chaque malaise, je vais pouvoir faire cette échelle FAST. Qu'est-ce que je vais demander? Tout d'abord, je vais évaluer la face de la personne, le visage. Donc, je vais demander quelle serait la victime.
Et on peut observer que si la personne a un AVC, elle a une asymétrie du visage. Également, on va demander avec ses bras de les tendre, de fermer les yeux dans un premier temps, de tendre les bras pendant 10 secondes, et on observe que quand il y a un AVC, soit l'un des bras n'arrive pas à être levé, soit on a une perte du tonus dans l'un des bras. On demande de fermer les yeux parce que naturellement, on va essayer de compenser si on a les yeux ouverts et qu'on voit nos bras en déséquilibre. Enfin, on a speech. En fait, speech, c'est quoi? C'est la parole. En fait, on vient demander à la personne de répéter une phrase simple. La phrase typique qu'on voit sur les affiches et les promotions, c'est le ciel est bleu. Est-ce que monsieur, vous pouvez me répéter la phrase suivante? Le ciel est bleu. S'il n'est pas capable de répéter cette phrase qui est très simple, là, je suspecte un AVC. Et enfin, dans la prise en charge de l'AVC, il est très important de noter l'heure des premiers symptômes. Pourquoi? Parce qu'on dit que à partir de 4 heures d'AVC, on va commencer à apparaître des lésions cérébrales irréversibles. Voilà. Alors ça, c'était pour l'échelle AVC. Je contrôle également dans la fonction neurologique la sensibilité et la motricité des membres. Donc je viens, monsieur, est-ce que vous sentez vos doigts? D'accord? Est-ce que vous pouvez les bouger? On fait ça également chez les orteils. En fait, on vient chercher une atteinte, s'il y a eu une atteinte nerveuse, la plupart des cas lors de traumatisme, mais lors de malaise, on peut également observer s'il y a cette sensibilité et motricité des membres. Et on va chercher la désorientation dans l'espace. Monsieur, est-ce que vous savez où vous êtes actuellement? D'accord, ok, on est où? Ok, quel jour on est, monsieur? En quelle année? Voilà. Ça va vous arriver très souvent. Bah, écoutez, monsieur, on est en 2002. Bah, c'est lequel notre président? C'est Chirac. D'accord. Je dis quelque chose au pif, hein, mais bon, voilà. On peut maintenant observer plusieurs choses. On va observer d'abord les pupilles. Les pupilles qui va être l'un des indices des hémorragies cérébrales les plus faciles et détectables qu'on peut faire en tant que secouriste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va observer s'il y a une asymétrie des pupilles, une qui est plus grande, une qui est plus petite. On va ce qu'on appelle observer les myosis. Si les deux pupilles sont contractées, sont très petites, ou s'il y a une mitréase, les pupilles sont très grandes. Et enfin, tout ce qui est la crise conscience, la perte de connaissance, ça rentre dans la fonction neurologique. Alors, quelque chose que je viens pour complémenter le savoir théorique de la fonction neurologique, c'est le score de Glasgow. Alors, le score de Glasgow, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un score qui sert à évaluer l'état cérébral d'une personne qui est traumatisée crânien. C'est-à-dire que le Glasgow, je ne le fais pas chez un traumatisé de la jambe, je ne le fais pas chez un malaise. Le Glasgow, c'est uniquement pour savoir si la personne est traumatisée crânien et c'est lui à quel stade. Alors, en termes d'indice, c'est une échelle de 3 à 15 et aux alentours de 7-8, c'est là où par exemple un médecin va prendre la décision d'intuber une personne. Et enfin, on a fini notre bilan d'urgence vitale, on a pris tous les constants, tous les chiffres, on vient faire le complémentaire. En fait, le complémentaire nous sert à quoi? C'est toujours un jeu de questions-réponses, mais le complémentaire, ça sert surtout à savoir réellement comment on va prendre en charge la victime. Alors, on fait plusieurs choses. On va faire par exemple ce qu'on appelle le PQRST. PQRST, en fait, c'est provoqué par qualité, région, sévérité de temps. Provoqué par, par exemple, monsieur a fait un accident en voiture. La qualité, c'est comment il qualifie sa douleur. Alors comment on qualifie une douleur? C'est ça pique, ça me lance, ça me brûle. C'est comme un coup de poignard, par exemple, le coup de poignard qui est la qualification typique de l'infarctus du Mockin. La région, à quel endroit j'ai mal. La sévérité, donc l'évaluation numérique de 0 à 10. 0 si vous n'avez pas de douleur, 10 c'est la pire douleur que vous pouvez avoir. Voilà, et enfin le temps de la douleur. Ok. Dans le complémentaire, on va aussi prendre ce qu'on appelle le MATHF, F qui est tout nouveau dans les référentiels. Alors, on vient prendre les maladies. Est-ce qu'il y a des maladies? En gros, c'est tous les antécédents. Maladies, ça va être le diabète, des choses comme ça. En fait, on vient demander. On vient demander s'il y a des allergies, parce qu'il faut savoir qu'après notre prise en charge, il y aura sûrement une prise en charge médicale ou paramédicale. Il est donc important de savoir s'il y a des allergies à des traitements ou autres, ou à des molécules. Enfin, est-ce qu'il est déjà sous traitement actuel?
Si oui, pourquoi, pour c'est dans quelles circonstances. Et enfin, les hospitalisations, s'il a été hospitalisé dans sa vie, si oui, pourquoi, à quel endroit, c'est que c'est une chirurgie, enfin voilà. Un terme d'indication, par exemple pour les traitements, il faut demander chez les femmes, est-ce que vous prenez un moyen de contraception? Parce qu'un moyen de contraception, c'est un traitement. Comme les stérilés, par exemple, il existe des stérilés qui délivrent des hormones, c'est donc un traitement. Il ne faut pas oublier ça. Et enfin, les facteurs de risque, un facteur de risque, c'est quelque chose qu'on a rajouté dans le référentiel 2023 du secourisme. Ça va être utile, par exemple, que j'interviens sur une personne qui a une douleur thoracique, on suspecte du coup un infarctus du myocarde. Est-ce que monsieur, vous avez des antécédents de maladies cardiaques dans votre famille? Le diabète, quelqu'un qui fait un malaise, est-ce que vous avez des facteurs de risque de diabétique? Le surpoids, par exemple, c'est un facteur de risque du diabète. Enfin, voilà. Enfin, donc, je vais pouvoir prendre également d'autres données, comme la température et la glycémie capillaire. La température, ça va être signe souvent d'infection. On va voir ça, c'est en fait la température, on peut détecter plein de choses et on l'oublie souvent. Et la glycémie capillaire, c'est quelque chose de très important. En fait, c'est le taux de sucre qu'on a dans le sang et c'est très important de le prendre. Pourquoi? Parce que les symptômes, par exemple, d'un AVC et d'un malaise hypoglycémique vont être les mêmes symptômes. Donc, il est très important, lors des malaises, de ne pas hésiter à faire un FAST, donc un test AVC, et au besoin une glycémie capillaire pour vérifier qu'on est dans tel ou tel cas. Et enfin, ça paraît évident, mais je le réécris quand même, toutes les informations et toutes les descriptions des douleurs, etc. de la victime, il faut les noter, il faut les prendre en compte. Enfin, dans le fiche d'intervention, on a la surveillance. La surveillance, par exemple, j'ai fini mon intervention, je le transporte à l'hôpital. D'ici le transport à l'hôpital, qui va prendre peut-être 15 minutes, 20 minutes, voire 30 ou 40 si j'habite en campagne, je vais réaliser des surveillances. Donc, je vais prendre des constantes. Les constantes, je vais les reprendre. Donc, je les prends toutes les 5 minutes s'il y a une urgence vitale ou une détresse vitale, et toutes les 10 minutes s'il y a une urgence relative. Enfin, c'est quelque chose qui devrait être fait systématiquement, mais il faut prendre les constantes en symétrie. C'est-à-dire que si je prends une tension au bras droit, je la prends également au bras gauche pour vérifier la symétrie de mes constantes. Voilà. Et je prends l'exemple d'évacuation. J'ai évacué une personne vers un hôpital qui est en état d'ébriété, par exemple, qui craint à tomber en perte de connaissance en continu de dormir. Je la stimule parce que si elle perd connaissance, il y a des chances qu'elle se presse dans un coma. Donc il faut, c'est mon rôle en tant que secouriste, qu'elle ne tombe pas inconsciente. Si elle ne l'est pas. Voilà. Bon, maintenant on va parler un peu des constantes. Donc là c'est la partie un peu plus théorique. Je regarde, on est à 17 minutes. Alors là c'est la partie un peu plus compliquée, mais c'est la partie la plus intéressante pour moi. On va parler tout d'abord de l'anatomie et de physiologie des constantes, du mécanisme de fonctionnement et les liens avec des pathologies et réactions du corps qu'on peut retrouver. D'abord, la fréquence ventilatoire. En fait, c'est lors de la fonction respiratoire, je prends ce qu'on appelle la FR. Or, pour faire des rappels, la fréquence ventilatoire, c'est le nombre de mouvements sur une minute de respiration. Ok. Elle peut être bruyante. J'ai mis quelques exemples de pathologies. Un pneumothorax, un hémopneumothorax. En gros, un pneumothorax, c'est une poche d'air qui est dans la cavité pleurale, dans la cavité thoracique. Ou un hémopneumothorax, où là, c'est pas une poche d'air, mais une poche de sang qui est dans la cavité thoracique. On peut observer ce qu'on appelle une hyperventilation au repos. Et donc, en fait, on sait que si je suis assis, que je n'ai pas bougé pendant une heure et que ma fréquence respiratoire est élevée, elle est au-dessus des normes, en fait, mon corps est en train de s'adapter par rapport à un danger que mon corps subit. Donc, je sais qu'il y a un problème. Alors, pour parler des normes, alors il y a un tableau silicone des normes. Alors, les normes vont être de 12 à 20 chez l'adulte, de 20 à 30 chez l'enfant, de 30 à 40 chez le nourrisson, et pour le nouveau-né de 40 à 60. Et donc avec ces normes, on va en découvrir plusieurs vocabulaires. Alors d'abord, plusieurs vocabulaires qui peuvent être difficiles, mais qui vont être importants pour communiquer vers un médecin ou vers une prise en charge médicale. On appelle tout d'abord ce qu'on appelle la dyspnée. La dyspnée, en fait, c'est une difficulté respiratoire. Ça peut être un ordre de mission, ça peut être une circonstance.
On observe également ce qu'on appelle tachypnée, c'est l'accélération de rythme. Ma fréquence ventilatoire fait que de s'élever. Mais bradypnée, là c'est ma fréquence ventilatoire qui fait que de diminuer. L'hyperpnée, en gros, c'est mon ventre. Mon ventre qui gonfle de plus grande importance que à la norme. Et là, par contre, deux mots, deux vocabulaires qui sont très importants, il faut connaître. C'est l'hyperventilation, l'hyperventile, hypoventilation, hypoventile. Je présente mon bilan de fonction respiratoire. Alors, je suis face à une personne qui est en hyperventilation. Ben, je sais que sa fréquence respiratoire est déjà plus élevée que les normes. Juste avec ce mot-là. C'est du vocabulaire médical pour parler entre nous, pour avoir tous le même vocabulaire. Et c'est pareil, et bien, monsieur, j'ai une victime qui est en hypoventilation, ou j'ai une victime qui hypoventile, ben là, ça veut dire que sa respiration est en dessous des normes. Ça veut dire qu'il y a une respiration lente. Ok, donc ça, c'était pour la fréquence respiratoire. Alors maintenant, la saturation en oxygène, la saturation pulsée en oxygène, SPO2. Alors en fait, c'est un taux d'oxygène qu'on va retrouver en pourcentage dans le sang. Les normes vont être au-dessus de 94 pour tout le monde, que ce soit l'adulte et l'enfant. Et si c'est en dessous, on va faire ce qu'on appelle l'inhalation d'oxygène. C'est-à-dire qu'on vient mettre de l'oxygène manuellement, un masque haute concentration, 15 minutes, toujours. On est dans l'urgence. Et il y a un seul couac à tout ça, c'est que la norme, elle va changer que chez un cas particulier, c'est le cas du BPCO. En fait, un BPCO, c'est quoi? C'est un bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une maladie qui fait qu'on baisse naturellement les normes à 89%. Pourquoi les normes en basse? J'ai mis un schéma. En fait, on voit que ici, on a ce qu'on appelle les bronchites. On voit qu'en fait, ça, c'est moi. Par exemple, je ne suis pas atteint de BPCO, c'est ça. Le BPCO, il y a un diamètre qui est beaucoup plus petit. Et donc, de toute façon, dans tous les cas, je vais mettre 15 minutes, il va déjà souffrir. Donc, mes normes, je les baisse naturellement. Il faut savoir même que certains malades n'ont pas une norme à 89%. Ils savent leurs normes parce que leurs normes ont été évaluées par un médecin. Voilà. Alors, une saturation basse, on sait quoi? On sait que, du coup, s'il y a un taux d'oxygène qui est plus faible dans le sang, ça veut dire que les tissus de mon corps vont pas avoir la même oxygénération que si mes constantes étaient bonnes. Donc, il y a un danger pour mes tissus. La fréquence cardiaque. Alors là, un peu d'anatomie. Et de physiologie également. Alors, tout d'abord, comment marche ma circulation veineuse et artérielle? En fait, mon cœur, c'est quoi? C'est juste une pompe. Mon cœur, c'est un muscle qui sert de pompe. J'ai mon sang qui est avec les déchets qui se trouvent dans les veines, qui arrivent par les veines, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, et qui rentrent dans mon cœur, de l'atrium ou de l'oreillette droite. Puis il va rentrer dans la cavité ici, c'est la cavité droite, va repartir dans un autre système sanguin. Ça s'appelle le système, en fait, ça va être un système sanguin dédié au poumon. Il va revenir, il va repasser dans cette cavité-là, dans le ventricule, et il va repartir à la circulation. Hop, je me mouche. Alors pour résumer quoi? En fait, il y a dans mon corps, il y a deux circulations sanguines bien distinctes. Et le corps, quand on sait ça, le corps est bien fait. En fait, j'ai une circulation uniquement dédiée pour mes poumons et une circulation uniquement dédiée pour mes tissus, pour mon corps. Donc ça, c'est la première donnée qu'il faut savoir. Mon sang, du coup, comme je vous ai dit, il y a plusieurs valves. Il va y avoir plusieurs temps pour ma fréquence cardiaque, pour ma tension, qu'on va aborder juste après. Alors, ces schémas-là ne sont pas à prendre par cœur, mais par contre, c'est important de savoir. Ici, je parle des capillaires sanguins, c'est là où il y a l'échange du sang entre les petites artères et les petites veines. Alors, la fréquence cardiaque, ça va être le nombre de battements sur une minute. Alors, il y a plusieurs régions pour prendre la fréquence cardiaque radiale, au niveau du radius, c'est-à-dire ici, dans le prolongement du pouce, deux doigts, ici, comme ça. Carotidien.
la carotide. Fémoral, au niveau de mon fémur, c'est quelque chose qu'on va prendre souvent chez l'enfant. L'adulte, ça va être plus compliqué de détecter. Coupe pédieux, qui va être sur la face antérieure du pied. Et le poplité, par exemple, c'est le genou. Alors, pourquoi tant de régions, et il y en a plein d'autres, mais pourquoi plein de régions différentes d'évaluation? Parce qu'il va être nécessaire, on va parler un peu plus tard dans d'autres cours du traumatisme, il est nécessaire de détecter un pouls après un traumatisme. Parce que au moins, je vais savoir déjà d'avance si j'ai une lésion vasculaire suite à un déplacement par exemple d'un os. Ce pouls peut être irrégulier, filant, c'est-à-dire que une fois je le sens, une fois je le sens plus, et il peut être asymétrique, c'est-à-dire que je peux avoir du bras droit mais pas du bras gauche. Alors, les normes, ça va être entre 60 et 100 chez l'adulte, 70 à 140 chez l'enfant, 100 à 160 chez le nourrisson et 120 à 160 chez le nouveau-né. Alors ces normes sont à considérer au repos. C'est-à-dire que je cours un marathon, moi je vais courir, je peux facilement avoir 180 de battements, 180 de fréquence cardiaque. Mais c'est pas grave, parce que je sais que j'étais dans l'exécution où mon rythme cardiaque s'est habitué et est devenu plus supérieur à la norme pour compenser le fait que j'utilise de l'oxygène dans mes tissus suite à mon effort physique. Alors, pour parler de vocabulaire important, on va parler de tachycardie et de bradycardie. Alors en fait, la tachycardie, c'est le fait que j'ai une fréquence cardiaque supérieure à la norme. Par exemple, j'ai 120 de pouls. La bradycardie, c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai une fréquence cardiaque qui est en dessous. Moi, par exemple, si j'ai 45 de fréquence cardiaque, je sais que je suis en bradycardie. Là, pour aller un peu plus loin, au niveau de la fréquence cardiaque, en fait, je parle de comment va réagir le corps face à une baisse du volume de sang important. En fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai une hémorragie. Dans un premier temps, qu'est-ce que mon corps va faire? Mon corps va augmenter sa fréquence cardiaque pour compenser le manque de volume que j'ai perdu. Donc il va accélérer. Et puis en fait, il va arriver un second temps, c'est que mon cœur va s'épuiser. Parce que il compense ce volume, mais il s'épuise. Et là, en fait, mes constants vont chuter, donc ma fréquence cardiaque va chuter drastiquement. Et ma tension aussi. Et c'est là c'est là où on observe ce qu'on appelle le choc hypovolémique. Choc parce que mes constantes sont parties en trombe, et hypovolémique, hypo pour en dessous des normes et volémique volume. En fait, j'ai hypovolémique parce que j'ai mon volume en dessous des normes, et le choc parce que j'ai mes constantes qui s'envolent. J'ai donc un choc hypovolémique. Et du coup, en fait, l'accélération du rythme cardiaque, on l'observe quoi? On l'observe parce que le corps s'adapte à une situation de danger, ou s'adapte à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il veut apporter soit l'oxygène, les nutriments ou les minéraux nécessaires aux tissus du corps pour leur bon fonctionnement. Donc, le corps est en train de réagir face à une situation bien précise. Après, le reste, c'est du ressort du médical. Ok, la tension artérielle. Alors, la tension artérielle, c'est quelque chose que souvent on a du mal. Ça va être la pression du sang contre les parois des artères. On la mesure en millimètres de mercure ou en centimètres de mercure. Il y a deux étapes clés qu'il faut retenir. En fait, mon cœur, qu'est-ce qu'il fait? À chaque battement, il se contracte et se relâche. En fait, dans un premier temps, il va se contracter, il va envoyer le sang dans tout le corps, et dans un deuxième temps, il va se relâcher, et là, tout le sang va revenir à mon cœur. Plus ou moins ça pour faciliter. En fait, une tension, quand je vais chez le médecin, j'ai deux données. Il me dit 12,8. Bah oui, en fait, j'ai une première donnée qui est la systole, quand mon cœur se contracte, et j'ai une deuxième donnée, la diastole, c'est quand mon cœur se relâche. 12, systole, 8, diastole. Alors chez le médecin, vous dit 12,8, bah en fait, nous, dans notre unité de mesure, 12,8, en fait, ça correspond à 120-80 mm de mercure. Les normes, la systole, on va dire que c'est aux alentours de 110-140, de 11 à 14. Et la diastole, il n'y a pas réellement de normes. En fait, nous, en tant que secouristes, c'est même un paramédical, c'est très compliqué de interpréter une diastole. C'est pas notre.
Alors, les normes, moi je les considère entre 75 et 85, mais il n'y en a pas réellement de fixe, parce que une personne peut avoir 60 de diastole comme 100 de diastole. Ce qui va être important, c'est vraiment cette systole. Alors en fait, pour votre culture, ma systole, pourquoi elle est plus élevée? En fait, il faut se dire que en position debout, mon cœur doit envoyer assez de puissance, assez de pression pour que mon sang arrive jusqu'au mon cerveau. Du coup, la pression est plus élevée. Alors, en termes de vocabulaire, on parle d'une personne qui est hypotendue et hypertendue. Hypertendue qui a une systole très élevée, hypotendue, une systole qui est très basse. Et je vous ai parlé de l'hypotension. En fait, quand on a le choc hypovolémique, l'hypotension, c'est ce qu'on va observer dans le second temps de ce choc-là. L'hypotension est aussi une cause de malaise dit orthostatique. Je me lève trop vite. Et donc, faire la différence entre un malaise vagal et un malaise orthostatique, voilà. Le malaise orthostatique, c'est que je me lève trop vite, j'ai une baisse de pression artérielle, une baisse de tension artérielle, qui il me semble supérieure à 30 mm de mercure. Et donc, mon corps n'est pas habitué et je fais un malaise. Ok. Le temps de recuration cutanée, TRC. C'est un temps, c'est une donnée qui est très facile à prendre. En fait, qu'est-ce que je fais? Je viens chercher le temps. Quand j'appuie sur mon ongle, mon ongle devient, on va dire, entre guillemets, blanc et il va se recolorer en rose en prenant un certain temps. Ce temps doit être en dessous de 2 secondes. S'il est supérieur, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon corps a du mal, ou en tout cas a des difficultés à la vascularisation de mes capillaires. Les capillaires, c'est des tout petits vaisseaux sanguins, comme je disais tout à l'heure. Et on sait que les capillaires, c'est l'endroit où je vais avoir l'échange du sang entre mes artères et mes veines. C'est donc un indice sur une détresse circulatoire. La TRC, elle seule, ne veut rien dire en soi. C'est juste une indication où là, je vais porter attention sur mes constantes et sur tout ce qui est la fonction circulatoire. Si j'ai un temps qui est supérieur à 2 secondes, je vais donc faire plus attention à ma fonction circulatoire. C'est pas très sexy, mais bon. La température. On va pas aller trop loin. Mais elle est souvent oubliée, alors que c'est une donnée qui peut dire plein de choses. En fait, si j'observe une hyperthermie, c'est-à-dire une température super aux normes, en fait, ça peut être signe de plein de choses. De maladies infectieuses, de maladies inflammatoires, de maladies endocriniennes, de déshydratation, d'insulation et de cancer. Ça peut être signe de tout ça. Et une hypothermie, ça peut être signe de quoi? De coma, d'intoxication médicamenteuse, d'exposition prolongée au froid. Et donc, moi je suis pas médecin, je vais pas interpréter l'hyperthermie, mais par contre, lui, il va le demander si c'est un la température, parce que ça lui sert à détecter plein de choses. Les normes, on le dit, alors chaque service, on trouve à chaque fois des normes différentes. Vous êtes médecin, vous n'avez pas les mêmes normes qu'un infirmier, vous n'avez pas les mêmes normes d'un secouriste. C'est un peu bizarre, mais bon, voilà. On dit que ça doit être aux alentours de 36,5 à 37,5. En dessous de 36,5, je considérerais déjà une hypothermie légère, grave, etc., etc. Et alors, pourquoi c'est important la température qu'elle soit dans les normes? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, notre corps essaye d'être en continu, avoir un équilibre. Et comment il fait? Il fait plein de mécanismes d'action. On va dire qu'il fait ce qu'on appelle des métabolismes. En fait, il fait des actions pour que mes constantes soient dans les normes, par exemple. Et je sais que entre 36,5 et 37,5, toutes ces actions fonctionnent. Par contre, si je suis au-dessus de 36,5, certaines actions vont moins marcher. Alors que, à l'inverse, si je suis en dessous de 36,5, d'autres actions ne vont pas marcher. Donc en fait, la norme de la température permet que mon corps fonctionne correctement en entier. Enfin, il me semble que c'est la dernière chose, oui, la glycémie capillaire.
Alors, glycémie capillaire, donc qui est le taux de sucre dans le sang, en fait, il faut savoir quoi? Savoir que nos tissus, notre corps a 3 carburants. Les glucides, les lipides et les protéines. Les glucides, en fait, c'est le sang, c'est le glucose. Comme je vous ai dit, la glycémie capillaire, c'est l'un des indices pour éloigner soit de l'AVC, soit du malaise hypoglycémique, parce que les deux ont les mêmes symptômes. Donc c'est primordial de savoir les normes de la glycémie capillaire et de savoir à quoi ça correspond. Alors il existe plein d'unités de mesure. Et la plupart du temps, nous, secouristes, on va parler en millimol par litre, et à l'hôpital, on va parler en grammes par litre. Le moyen mémotechnique que je dis toujours pour les normes en millimol par litre, nous, secouristes, ça va être 4476. Les normes en grammes par litre sont entre guillemets entre 0,7 et 1,10 à jeun, parce que quand on a mangé après au repas, notre taux de sucre est le plus élevé. En vocabulaire, par exemple, si j'ai une norme si j'ai une glycémie qui est en dessous des normes, je vais avoir une hypoglycémie. Et si j'ai une norme qui est au-dessus, si j'ai une donnée qui est au-dessus des normes, là je vais parler d'hyperglycémie. Donc voilà, alors on a fait à peu près le tour de ces constants, de ces données-là. On est à 36 minutes de vidéo, avec ma maladie, avec quelques mouches à genonner. Ce premier épisode a abordé les bilans. Les prochains épisodes vont aborder l'anatomie et les traumatismes des membres. Et puis petit à petit, on va atteindre certaines choses qui vont faire que on va être beaucoup plus... on va avoir beaucoup plus de connaissances théoriques et donc nos prises en charge seront beaucoup plus propres, beaucoup plus efficaces et moins dangereuses. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit directement par message à moi-même. Je vous souhaite bon courage. Hop.